Voilà, tu rentres dans le champ, vas-y. Bonjour, nous sommes à Mogao, un carrefour important de l'ancienne route de la soie, entre le désert du Taklamakan et le désert de Gobi. Je suis trop long? Pas grave, vas-y. Devant nous, c'est la Chine sur plus de 2500 km. Je vous emmène voir où les Chinois habitent. Mais d'abord, un petit détour par la maison des Bouddhas. La sortie de champ est interminable. Bon, c'est parti pour une immense balade entre modernité et tradition. Ce qui m'a toujours épaté au cours de mes voyages, c'est la manière dont les gens s'adaptent à leur environnement. Jusqu'où et comment ils vont construire leur maison. C'est Mogao là-bas? Oui, là où vous étiez, c'était les dunes qui chantent. Et de ce côté, c'est Mogao. Mais avant d'entamer cette exploration de l'habitat, pour nous porter chance, une petite visite au Grand Bouddha. À Mogao, 700 grottes abritent 1000 ans d'art bouddhique. Ce petit bonhomme, c'est monsieur Peng Jingyang, 70 ans d'archéologie. Première surprise, ici les dieux aussi ont leur maison. Et pourquoi vous l'avez mis dans une maison alors? Ce Bouddha n'est pas en pierre, il est en bois avec du chanvre et de la paille. Ensuite, il a été recouvert d'argile et peint. S'il n'était pas protégé, la pluie l'aurait détruit. Il est intarissable. Bon, moi j'ai apporté ma lampe. J'ai apporté une petite lampe. Le dernier fait d'armes de monsieur Peng, c'est la découverte majeure qu'il a faite au début de ce siècle. C'est le plus grand Bouddha abrité de Chine. Il mesure 35 mètres et demi. Avant, il mesurait 1 mètre de moins. Comment c'est possible? Regardez, en 1999, j'ai gratté et j'ai découvert ce sol du début de la dynastie Tang, l'époque de l'impératrice Wu Zetian. Une superbe découverte. Les médias ont dit que le Bouddha de Mogao a grandi d'1 mètre en 1000 ans grâce à l'archéologie. Moi, ce que j'aime déjà, c'est son sourire. C'est l'apaisement. Le Bouddha, c'est l'apaisement. C'est mon 6e voyage en Chine, un pays grand comme 18 fois la France. À 400 km à l'est de Mogao, Kikou. Comme les Bouddhas, ici les habitants se sont abrités dans les falaises. C'est le fleuve jaune et ses crues titanesques qui les y ont poussés. Joe, elle a des bottes qui glissent. Il n'y a qu'une demi-heure de marche. Ah là là, la galanterie française. Je, c'est l'amie chinoise qui m'accompagne dans ce voyage. Mes notions de mandarin restent quand même assez approximatives. C'est bien, hein? Nous montons voir les habitations troglodytes au village de Lijiashan. Ils sont bien sur leur terrasse, là. 40 millions de personnes vivent encore dans ce genre de maison en Chine. Miao. Miao. Au sommet du village, c'est la maison de Monsieur Li et de sa famille. Oh là 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 là. Miao. Ça va, non? Oh, cet endroit. Bonjour. Je viens de France. Je suis français. On vient voir où vous habitez. Oui. Vous êtes tous de la même famille dans le village? Oui, on est tous de la même famille. Nous nous appelons Li. Nous avons le même ancêtre. Ici, les maisons ont été creusées dans les falaises pour empiéter le moins possible sur les terres cultivables. Juste à bonne hauteur, au-dessus du fleuve pour échapper aux inondations, un peu au-dessous du rebord du plateau pour se protéger du vent d'hiver. Chaque maison familiale est une série de chambres en voûte creusées dans la terre.
Votre belle-fille, elle dort là? Oui, c'est comme elle veut. Elle peut dormir sur ce lit ou sur celui-là, elle a le choix. Et ma deuxième belle-fille, elle dort avec nous à côté là-bas. C'est une région riche ici. Hein. Là-haut, la rosace et tout. Là, il y a un gros travail sur les détails, sur la pierre. Là, il y a un bâtiment qui est vraiment... c'est une autre facture. Hein. Il y a un travail sur le bois, dis donc. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est quoi? Autrefois, on y habitait ici. Et à l'intérieur, c'était pour des gens... C'était pas pour des gens ordinaires comme nous. La richesse des ancêtres de Monsieur Li provenait du fleuve. À Kikou, mes ancêtres débarquaient les marchandises des bateaux pour ensuite les envoyer partout par voie terrestre. Il y avait de tout, de l'huile, des graines, toutes sortes de marchandises. Il pleut non-stop depuis 10 jours. Le niveau du fleuve Jaune est monté d'1 mètre. La vie à Lijiashan est rythmée par les inondations. Pendant des siècles, les paysans croient qu'un immense dragon vit couché le long du fleuve. Un jour, il accouche d'une bête si horrible que les habitants le tuent. Le soir même, une inondation balaye le village. Pour les villageois, c'est le signe que la terre est fertile, mais qu'il faut respecter le fleuve. Ouais, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre ici. Oui, les conditions de vie se sont améliorées, on produit tout ce qu'il nous faut. Il y a des gens qui partent travailler en ville, mais pour nous ici, tout va bien. Ah, j'ai pas la technique pour faire du bruit. En fait, en Chine, quand c'est bon, on fait du bruit pour montrer que c'est bon, justement, en mangeant. Et mon grand-père savait faire ça, mais moi, j'y arrive pas. Ah, c'est pas mal, ça, non? C'est pas mal. C'est très bon. Monsieur Li a convoqué son voisin, un ancien maçon, pour refaire le Kang, le fameux four cheminée de la Chine rurale du Nord. Qu'est-ce que c'est, le four, la cheminée? Ça sert de chauffage et pour la cuisine. La plupart du temps, on cuisine ici d'ailleurs. Et ça chauffe la pièce et le lit aussi, alors. Donc le foyer, la sortie vers la cheminée, et là en dessous, il y a l'air qui part sous les lits. Ouais. Et ça ressort là, on voit des trucs. Là, par exemple, c'est une sortie d'air. Là, derrière. Ici, il fait froid en hiver, souvent moins 10 degrés. Nous, on vit dans des grottes, car comme ça, c'est chaud en hiver et frais en été. C'est plus confortable qu'une maison normale. Ces habitations sont vieilles de 200 ans, vous savez. Si. Et vous aimeriez habiter ailleurs? Non, je n'ai pas ce projet. Maintenant, j'ai 45 ans, je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Je suis né, j'ai grandi ici, et j'ai pas les moyens d'aller ailleurs. Ailleurs, c'est la ville, bien sûr. Alors direction Pékin. Mais avant, un petit plaisir, à 50 km à peine du brouhaha de la capitale. La Grande Muraille, c'est très ancien. La construction a commencé il y a plus de 2000 ans. Et juste à côté, il y a des maisons vraiment contemporaines. Dans le vallon, là, juste à côté. La commune de la Grande Muraille, 30 hectares de forêt préservée. Ici, la Chine s'est payée une vitrine d'architecture contemporaine. 15 résidences pour millionnaires. Le coordinateur du projet, c'est Antonio, architecte vénézuélien, en Chine depuis 15 ans.
La maison est conçue de manière à faire réellement partie de la montagne. C'est son abri. Cette maison est dans la pente de la montagne. Je ne voulais pas modifier le paysage. Je voulais autoriser la montagne à faire partie de la maison. La montagne est dans mon dos et je fais face à la vallée. À la vallée, oui. Après, j'ai décidé de donner un côté brut. C'est ce qui fait le talent d'architecte, non? Non, c'est-à-dire, je dis toujours que l'architecte est une sorte de chef d'orchestre. C'est un endroit magnifique. Est-ce que les Chinois aiment ce genre d'architecture? Ils vous ont fait des commentaires? Quand ils viennent ici, ils adorent. En ce moment, cette maison est la plus demandée. Elle est louée presque tous les jours. Mais s'ils vous demandent de dessiner une maison, ils veulent quelque chose, vous savez, de plus européen. Là, il y a l'entrée, le studio. Et là, dans la partie centrale, le living room. Et là, vous avez la cuisine. Là, il y a la Grande Muraille, pas loin. Ah oui, de ce côté. Hein. On voit un peu la Grande Muraille, là. La partie qui n'est pas restaurée. On a 4 chambres. J'aime les toilettes parce que vous pouvez voir, Ah, c'est bon pour moi, ça, j'aime cette idée. c'est un privilège, non? Ah oui, j'aimerais bien essayer. Hein. Ça, c'est vraiment excellent. Well done. Bien vu. Les montagnes apparaissent progressivement. Je pense que beaucoup de gens rêveraient d'habiter là. Et là, ici, vous pouvez commencer à réfléchir. Wow. Ah, c'est magnifique. Le processus est trop rapide. Il n'y a aucun moyen d'influencer réellement la manière dont les Chinois font les choses. Même pour nous, en tant qu'architectes, on n'a pas assez de temps pour développer des idées. Ça va trop vite. Et bien sûr, on ne peut pas leur en vouloir, parce qu'ils ont eu à peu près un vide de 100 ans. Depuis 2 décennies, la Chine explose. Un mouvement qu'on a du mal à saisir vu de l'Occident. 90 000 nouvelles voitures par jour dans le pays. Les campagnes se vident, tout le monde veut habiter en ville. Les prix grimpent en flèche. Le pays est un vaste chantier. À 50 km de la Grande Muraille, Pékin, la capitale, 14 millions d'habitants. À l'approche des JO, Pékin fait peau neuve. Ici, on construit jour et nuit. C'est la course contre la montre pour 2008. On y trouve encore quelques exemples de l'habitation traditionnelle chinoise. Le Siweiyan, la fameuse cour carrée. Je vous présente Monsieur Li Yangpeng. Il habite ici depuis 60 ans. Il y a un chien ici, vous n'avez pas peur du chien? Non, ça va, ça va. Cadre du Parti communiste chinois. Le père de Monsieur Lin faisait partie de la clique du président Mao. Médecin du Premier ministre, Zhou Enlai. C'est un Beijing dog. Oui, un pékinois, quoi. Il fait frais avec les arbres, là. Ah, c'est très joli.
Et c'est sans doute grâce à ses appuis politiques que M. Lin a réussi à préserver son Sihewan. La cour n'a pas été détruite pendant la révolution culturelle. Oh, c'est assez mal rangé. Il y a des pigeons. Là, regardez cet oiseau. Il est capable de parler. Alors là, il ne parle pas parce qu'il n'est pas content. En général, il dit « Ni hao, good morning ». Good morning. Ni hao. Au départ, le Sihewan, c'est parce qu'il y a plusieurs familles ensemble. Expliquez-moi le principe de la cour carrée. Le Sihewan en Chine, c'est un ensemble de 4 bâtiments avec une cour centrale. Les parties exposées à l'est et à l'ouest sont habitées par les enfants. La construction exposée au sud, elle, n'est pas très lumineuse. La pièce principale est dans le bâtiment le plus éclairé. Et en général, ce sont les parents qui habitent là. Cette pièce me sert de salle à manger. Je mange là. Allez-y, rentrez. D'accord. C'est la pièce où je mange et où je regarde la télévision. Ce n'est pas très rangé non plus, hein. J'ai de très beaux meubles chinois traditionnels en bois rouge, de la dynastie Song. C'est là où vous lisez, en fait. Oui, je m'assois ici pour regarder la télévision ou pour me reposer le soir. Regardez, on peut s'asseoir ici pour boire le thé, jouer aux échecs. J'ai aussi une antiquité que j'aime, c'est ce boulier. Il est également fait avec un très bon bois. Ce bois a une odeur particulière, c'est très précieux. C'est du Wangguoli de Hainan. C'est ce qu'il y a de plus cher. Vous ne vous y connaissez pas en bois rouge, mais c'est l'essence la plus recherchée en Chine. Oui, ça sent le vieux bois. Le Sihewan de M. Lin est un îlot assiégé de tous côtés. Pas sûr qu'il ne soit pas bientôt le dernier. Le centre ancien est convoité par ceux qui rêvent de transformer le monde en centre commercial. Juste à côté de chez M. Lin, dans le quartier historique de la calligraphie, des soieries et de la prostitution ont démoli à tout va. Du passé, faisons table rase, ça vous rappelle rien? Le capitalisme rouge fait pire que les vieux démons. Ça va être démoli chez vous, là? Oui. Quand ça? Je ne sais pas. J'habite ici depuis plus de 50 ans. Personne ne veut partir, c'est tout le charme du vieux Pékin qui disparaît. À la une du journal, plus que 310 jours avant les Jeux Olympiques. Une époque chasse l'autre, à grands pas. Mais où les jeunes Chinois rêvent-ils donc d'habiter? Pour le savoir, direction Shanghai. D'en haut, on dirait une immense maquette. Shanghai, plus de 13 millions d'habitants. La deuxième plus grande ville du pays. La ville qui veut rivaliser avec l'Occident. Aujourd'hui, c'est le porte-drapeau du miracle économique chinois. Un miracle qui pose quelques problèmes. 400 millions de Chinois vont vouloir se loger dans les 5 prochaines années. La nouvelle classe moyenne veut accéder au symbole de la réussite, le logement individuel. Alors on construit plein pot, au centre, mais aussi et surtout en banlieue. Bienvenue à Sun City, la cité du soleil. Mademoiselle Song a 24 ans, ingénieure des ventes dans une compagnie d'électronique. La Chine moderne, joyeuse, positive. Le rêve de Mademoiselle Song, un appartement au 20e étage d'une des tours de Sun City. Aujourd'hui, notre poisson rouge a fait des petits. Et on a dû lui enlever les nouveau-nés, sinon elle les aurait mangés. Bravo! Ici, on va loger environ 3000 familles. Des tours de 20 étages avec à proximité centre commercial, banque, école. Une certaine vision du paradis. Mademoiselle Song achète 95 mètres carrés pour 60 000 €, sans aide de l'État,
mais avec un prêt à la banque pour 70% du montant. Visite de l'appartement témoin. C'est là. Tout le monde met les chaussures alors. Ah oui. Entrez. Là, c'est la cuisine. Là, c'est la salle à manger. Bon, ici, il n'y a pas la vue sur la Grande Muraille, c'est sûr. Ici, c'est le bureau-bibliothèque. Ah oui, le bureau et tout là quand même. C'est la chambre avec salle de bain. Ah c'est bien, ça vous plaît? Oui, j'aime bien. Dans ce coin, on mettra une machine à laver et à faire sécher le linge. Et là, on mettra un lit d'enfant, un petit berceau. Ça va rentrer. C'est ma mère qui viendra s'occuper de mon enfant. Vous avez envie d'en avoir des enfants, beaucoup? Oui, je voudrais 2 enfants. 2, oui. Oui, 2. Un garçon et une fille. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'appartement? C'est la baie vitrée du salon, elle est plein sud. Notre appartement sera au 20e et la vue plongeante sera magnifique. À Shanghai, il faut loger 3 millions de nouveaux habitants par an. Un vrai casse-tête. D'autant que les immeubles du centre sont déjà vétustes. Pour l'instant, Mademoiselle Song habite dans une résidence modèle, époque Deng Xiaoping. Ça, c'est l'époque 80 avec les petits carrelages. L'arrivée des carrelages céramiques sur les façades. Ça, c'est mon vélo. Et c'est lui, le poisson rouge. C'est celui qui a fait des bébés. Ni hao. Ah oui, on arrive comme ça, nous. Ni hao. Vous habitez à combien ici, alors, dans cet appartement? Il y en a 2 de ce côté et 2 de ce côté. Ce sont des couples. Ce sont mes amis. À côté, il y a un autre appartement. Nous ne sommes que 5. Ma chambre, très mal rangée. Ni hao. Entrez, entrez. Faites comme chez vous. Monsieur, il allait acheter du crabe. Ah bah oui. Ah bah non, on va partir. Mais il va vite, mais attends, il y en a encore une là. Et là, ça part, il faut les rincer un peu. Ouais. Il va vite, mais il est bon à la nourriture. Je vais vous montrer ce que je fais. C'est pour les bébés. Ah, c'est pour le futur bébé, ouais. Ça se met là. C'est pour les empêcher de se salir quand ils mangent. Après le travail, une fois rentrée, je brode. C'est mon passe-temps. Je fais des broderies pour notre futur appartement. Alors, ils vont pas être contents, là. J'aime bien la protection là, pour la graisse sur la cuisinière. Je trouve ça excellent. C'est du pragmatique. D'ailleurs, là aussi c'est protégé. Hein. Il y a du plastique pour protéger le carrelage. Là. Après, hop, t'enlèves le plastique et le carrelage est propre. C'est sûr. Merci. C'est une spécialité de Shanghai? Yeah. Oui, c'est très connu. Very famous. Ah, ok. C'est. Alors on est sur le Bund, c'est l'endroit où tous les touristes se font prendre en photo devant Shanghai moderne. C'est l'image carte postale. Ça c'était la Chine des villes, la Chine des grandes métropoles. Mais il y a une autre Chine, c'est celle des campagnes. Alors fini la pollution et le vacarme, direction plein sud à la rencontre des minorités ethniques.
À 2 heures de vol au sud-est de Shanghai, la province du Fujian. C'est la Chine des rizières en terrasse, des plantations de thé et des typhons. Ça fait des années que je veux venir ici. Je suis fasciné par les Toulous, les maisons collectives des Hakka. Donc là, on est à 800 mètres d'altitude quand même. On est chez les Hakka. C'est une ethnie spéciale qui vit dans les montagnes, qui s'est installée sur des pentes très abruptes et qui ont construit un habitat circulaire. Une sorte d'immeuble en terre, c'est génial. Oh là là. Yao. Miao. Miao. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Un habitat collectif où chaque famille possède 3 pièces, empilées à la verticale les unes sur les autres. Oui, il y a une douzaine de familles qui habitent ici. Et il y a 4 Toulous comme ça. Et il y a en tout 400 personnes qui vivent là, quoi. Bonjour. Lui, c'est Monsieur Wang. Et elle, c'est sa mère. Bonjour. Niao. Là, on arrive sur une des rares fenêtres en fait, qui permet de donner à l'extérieur. Ouais, et qui servait à protéger avant, quoi. Bon, là, il y a un autre Toulou en face, mais... Ah, ça y est, on est au niveau des dortoirs, c'est là où on dort. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. On vit sur 3 étages. Ici, on entrepose un peu tout. Au-dessus, on met du matériel agricole, ça nous sert de grenier. Oh, il y a des poissons. Ouais. Ça, c'est des poissons que vous avez mis, ça. C'est pourquoi? Oui, c'est nous qui les avons mis. C'est pour contrôler la qualité de l'eau. Ici, c'est tout en bois. Si ça brûle, comment ça se passait avant? Vous donnez des coups de main et tout? Entre voisins, on s'aide mutuellement. S'il y a le moindre problème, on peut compter sur les autres. Nous, les Hakka, pendant les chaos causés par les guerres il y a très longtemps, on a fait des milliers de kilomètres pour venir ici. Pourquoi? Parce que vous aimez la paix? Oui, nous les Hakka, nous aimons la paix. Nous aimons vivre en harmonie. C'est pour cela que nous construisons des tours rondes. Et les habitats comme ça, circulaires, le Toulou, c'est pour être plusieurs familles ensemble, justement. C'est pour se protéger quand même au départ. C'est pour protéger notre clan contre les pillards, contre les voleurs. Les murs sont très hauts. Personne ne peut entrer. Les hommes ont toujours été sympas avec les cochons. Le père de Monsieur Wang élève 90 cochons, dont 3 truies, pour l'ensemble de la communauté. Et comme dit le proverbe, pas chinois cette fois-ci, dans le cochon, tout est bon. Vous récupérez les excréments des cochons, en fait? C'est ça, c'est ces tuyaux, là, non? Qui viennent? Comment ça marche? Oui, les excréments des cochons arrivent par ce tuyau. Ça produit du gaz. D'accord, ça fait du gaz. Ensuite, ça passe par ce circuit de petits tuyaux. Et enfin, nous allumons le gaz ici. Ah oui, c'est le méthane, quoi. C'est bien vu. Ouais.
il est en train d'émincer les légumes sur l'ancien four, quoi. Il met le feu là-desssus, et ça chauffe et ça fait c'est une sorte d'énorme wok en fait. Oh, vous savez, on va manger à la bonne franquette, hein. Et maintenant, tout ça, c'est remplacé par un nouveau système qui préfère utiliser lui, là, où il est en train de faire réchauffer les pâtes, là. Voilà. Les pâtes ont commencé dans un deuxième wok qui, lui, est alimenté avec le gaz de méthane là, qui vient des cochons, là, comme tout à l'heure, en fait. C'est le même système. Après, ça va me ruiner ma polaire, mais bon, c'est quand même de l'huile de cochon. C'est pas mal. On va se régaler, hein. Moi, j'adore la nourriture chinoise des campagnes. Pas trop sophistiquée. Monsieur Wang est un peu seul aujourd'hui. Ses enfants sont à l'internat. Sa femme joue aux cartes chez une copine dans un Toulouse voisin. On a mangé pour 3 jours. Alors là, c'est génial parce que c'est le 3e mode de cuisson. Et c'est le cuisot que je vais soulever. Hop, le cuisot carrément électronique avec programmateur, céramique, énergie électrique et tout ça. Hop, comme on a chez nous, quoi. C'est sa femme. Ouais. C'est sa femme. Je reviens. Oh, ce n'est rien. Elle voulait savoir si vous aviez mangé. En fait, elle avait peur que vous n'ayez rien à manger. Allez, on attaque tout de suite. J'ai faim. Cette bonne vieille carte. Alors, la Chine. Donc là, on était chez les Hakka, au-dessus de Xiamen. Et maintenant, on est plus à l'ouest de la Chine, à la frontière de 3 provinces. Et on va chez les Dong, une ethnie qui vit dans la montagne. Les Dong, une minorité ethnique, oui, mais de 3 millions de personnes quand même. Spécialistes de la construction en bois, très fiers de leur maison et de leur pont du vent et de la pluie. À Shenyang, il y a 30 ans, une inondation détruit la moitié du pont. Pendant les semaines qui suivent, tous les villageois récupèrent les débris. 12 000 pièces de bois réassemblées sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur Yang. Vous voyez ça, les paysans connaissent bien, c'est un groin de cochon, avec la bouche et les yeux. On utilise ce que les paysans connaissent le mieux, les animaux d'élevage. Quand on a refait le pont, comme le mélange entre les vieilles et les nouvelles pièces n'était pas beau, on a utilisé une mixture de sang de cochon et de poudre de fer pour peindre les pièces. Le pont, c'est le lieu du partage, et pas seulement des marchandises. Le dimanche, les villageois viennent ici pour se rencontrer. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre pour discuter. Et si quelqu'un remarque une personne qui lui plaît, alors c'est bon. Et vous en avez rencontré des filles ici? Bien entendu, j'ai vu quelques filles qui m'ont plu. Mais vous savez, les mariages avant étaient tous arrangés. Maintenant, on est plus libre, alors tout le monde vient ici pour se rencontrer. Monsieur Yang a 83 ans. Monsieur Yang a beaucoup voyagé. Il a fait des ponts dans toute la Chine. Il doit avoir un site web, le jeune homme. Ingénieur. Monsieur Yang et l'art des ponts, c'est l'histoire d'une vie. C'est un style ancestral de pont couvert. On travaille toujours de la même manière, sans utiliser de clous en fer. Pour la structure, on n'utilise que des pièces de bois que l'on emboîte. C'est comme ça qu'on travaille depuis toujours. Monsieur Yang va mourir un jour, mais heureux. Ses 5 fils sont tous charpentiers et dans la région, ils ne manqueront pas de travail.
On est au village de Pingtao et il y a une maison de dong qui est en train de se construire. Oh! Tout tient, je pense, par les poutres qui sont au sommet. Et tant que les 3 ou 4 poutres du sommet ne tiennent pas, tout peut glisser de chaque côté. C'est pour ça qu'il y a des attaches temporaires, là, comme ça, avec des cordes, des bambous. Il rentre le dernier coin et ça va refermer le carré, la structure. Putain, il y a des trucs qui bougent, là. Ils sont très collectifs, c'est génial de voir ça dans leur maison et du coup, c'est tout leur mode de vie est comme ça. Tout le monde donne des ordres, il n'y a pas de chef. Je ne sais pas comment ils arrivent à s'entendre, c'est extraordinaire. Ouais, là, facile, là, il n'y a pas d'effort. C'est bon, là, tiens, là, bah, c'est relayé, c'est bon. Elle est calée, là, compte, elle craint plus rien. Faut la bouger par là, par contre, voilà. Hop, allez, en avant. Ces bonbons, c'est la tradition quand une maison se termine. Un maître de géomancie a prédit que le chantier devait symboliquement se terminer à 15 heures. Finir le chantier, c'est poser la dernière poutre du faîtage, peinte en rouge, la couleur du bonheur et de la réussite. Avec le poids de la structure, après ça tient tout seul. L'ensemble pourrait bouger, il s'en fiche, il n'y a pas de fondation. C'est pratique, hein. 15 heures. Les bonbons tombent du ciel. À 15h05, comme prévu, la poutre est posée. Tout s'arrête d'un coup. La nuit est tombée et je ne suis pas au bout de mes surprises. C'est un repas communautaire. Oh là là, mais... On est là? Non mais... Je suis invité au village voisin de Wangdong pour le repas des 100 familles. Ça n'arrive qu'une fois par an. C'est une sorte de lardon, c'est très bon. Et en fait, chacun a préparé des plats et maintenant tout le monde partage là. Je trouve ça génial, génial. D'être heureux et en bonne santé. Le vrai bonheur, vous savez, c'est le partage, c'est de partager. Le bonheur, c'est le partage, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on partage tout ici. Surtout l'alcool de riz. D'abord avec les hommes. Puis après, avec les femmes. Chacune des femmes. C'est les belles filles qui m'apportent. Ah mais il fait chier. Et là, je bois plus, là. Moi, je bois plus. Il va falloir danser maintenant. Et pourquoi il tire l'oreille? Stop. Et ouais, c'est comme ça chez les dongs. On offre des fleurs, on partage, la musique s'arrête. Bravo. Ces dongs,
c'est techno, c'est remix, c'est n'importe quoi et c'est super. Ah Il a fallu franchir 5 montagnes, remonter le cours supérieur du Yangtze-Kiang. Un dernier col à 3200 mètres et soudain, le lac Lougou. Un petit écrin au cœur des montagnes, à la frontière entre le Yunnan et le Sichuan. Ça va, ça va, ouais. Je commence à être bon, chinois. Ici habite une ethnie de 30 000 habitants, les Mosuo, qui préservent à travers les âges une tradition bien particulière. C'est magnifique. C'est une des rares sociétés matriarcales au monde. Je suis pas bon, hein. Ça va? Ça va comme ça? C'est bon? Qu'est-ce qu'il en dit, le patron, là? Ça va comme ça? Oui, c'est bon. Oh là là. Sauvage beauté, non? Et moi, je comprends qu'un endroit pareil soit contrôlé par les femmes. Cette femme qui pêche, c'est Yu Chen. À ce moment-là, elle ne sait pas encore que nous allons dormir chez elle. On entend des chiens, c'est bon signe. Et une société matrilinéaire, ça se mérite. Hein. « 32 familles au village de Xiaowai. Une agriculture de subsistance. Selon les anthropologues, il n'y a pas de rapport de domination entre hommes et femmes. Pas de querelle de propriété. D'ailleurs, le mot guerre n'existe pas dans la langue mosuo. Ici, les maisons restent la propriété des femmes. Ce sont elles qui choisissent leur mari pour des unions temporaires. On appelle ça le mariage ambulant. Et pendant que les femmes travaillent, décident et contrôlent, les hommes, eux, gardent les enfants. Et le petit que vous avez dans le dos, alors, c'est qui? C'est l'enfant de ma fille. C'est l'enfant de ma fille, mon petit-fils. Alors c'est bien une société où c'est les femmes qui choisissent les hommes, ça vous plaît, vous? Oui, c'est bien. Je suis heureux. Les femmes ou les hommes, c'est pareil. Les maisons mosuo sont organisées autour d'une pièce centrale, le babawego, ça veut dire la chambre des fleurs. C'est sympa, non? Yu Chen a 24 ans, elle vit avec sa mère Namouli. Elle n'a pas de mari, mais elle aimerait bien en faire venir un. Et vous, vous voulez vivre où? Vous voulez avoir un enfant, vivre ici, continuer à vivre au bord du lac Lougou? Oui, j'en veux des enfants. Mais plus tard. J'ai pas encore eu cette chance-là. Moi, le système du mariage ambulant me convient. Je veux continuer comme ça. Et quand Yu Chen trouvera un mari jetable, comme le veut la tradition mosuo, elle viendra ici consommer son mariage ambulant. Je dois allumer? Pas très glamour la nuit de noces, mais bon. C'est l'heure de la nuit, du feu et des questions indiscrètes. Ah. Alors comment ça se passe? Alors les hommes, ils viennent vous voir le soir, ils vous font la cour en fait? Oui, oui, oui. Nous nous faisons des signes dans la main. Le soir, les deux parties se dessinent des caractères dans la main. C'est quoi l'histoire des mains là?
Comment ça marche? On fait comme ça. Comme ça. Allez, on fait une petite cote comme ça. Comment on fait alors? On va chanter, comment on s'approche des femmes? Comment ça se passe? Si tu aimes bien une fille, tu l'emmènes danser. Si elle te plaît, tu lui caresses la main. Après, si c'est bon, elle te fait signe, c'est qu'elle est d'accord. Et après, vous allez où alors? Dans les bois, dans la montagne? Comment ça se passe? Après, on danse, et si ça va bien, je l'emmène à l'extérieur. Une fois à l'extérieur, on peut s'embrasser. On espère qu'elle va vous emmener chez elle. Si ça marche, la fille t'emmène chez elle et on dort ensemble, le temps qu'elle veut. La grand-mère, elle a un petit air coquin. Hein, tu trouves pas, la grand-mère? Moi, je pense qu'il y a une histoire entre eux deux, là. Azimut sud-est, direction Hong Kong. Hello. Ah, c'est bon, je suis en haut, là. Ah, thank you. Bon bah désolé les filles, mais on va finir cette aventure dans une société patriarcale. Thank you. Impossible de terminer ce voyage en Chine sans venir ici à Hong Kong. Ici, rien ou presque n'est laissé au hasard. Tout est construit et organisé selon des règles très précises, les règles du Feng Shui. Je sais, c'est difficile à croire quand on voit tout ce bazar, mais vous allez voir. Le Feng Shui, c'est un peu la médecine de l'habitat. L'art d'harmoniser l'espace et tout ce qui nous entoure. Un art longtemps interdit par les communistes. Bon alors, pour vous expliquer le Feng Shui, rendez-vous avec Maître Yu. Nice to meet you. Enchanté. Quel âge me donnez-vous? Votre âge? Let me check a little bit. Attendez. J'ai 50 ans. C'est la ville de Kowloon. Et le Feng Shui dans cette zone est très bon. Beaucoup de gens riches. Oui, ils veulent vivre ici parce qu'il y a la montagne protectrice. Oui, c'est ça. Maître Yu m'emmène chez un couple de nouveaux riches faire une consultation de Feng Shui. Arrivé dans une résidence très privée, ici le moindre appartement se négocie $1 million. Ça calme, hein? Bon. En tout cas, on a le permis. Hein. Eddie travaille pour la plus grosse compagnie de maquettes de voitures, numéro 1 en Asie, Majorette puissance 12. Il vit ici avec Léona. On enlève les chaussures? Oui, c'est mieux. Non, c'est mieux, on va enlever les chaussures. Hop. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est quoi? Maître Vincent Yu va commencer sa consultation par l'aquarium, pièce centrale du dispositif de régulation de l'énergie dans l'appartement. Ah oui, ça va bien mieux comme ça. Au début, Monsieur Su voulait 2 aquariums, l'un sur l'autre. Mais selon les principes du Feng Shui, c'est impossible. Il ne faut pas les séparer dans sa maison. Si on les sépare, le maître de maison risque d'entretenir une autre petite sorcière à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'allait très bien au départ. Il ressemble à un architecte d'intérieur. Il ne parle pas de Feng Shui d'un point de vue trop traditionnel. Il dit de mettre le sofa ici ou là, ce meuble ici ou là, et ça nous donne un sentiment de bien-être. C'est ce qu'on appelle le Feng Shui moderne. Je ne comprends rien au Feng Shui. Mais après l'avoir écouté, j'ai quand même ressenti quelque chose.
Il faut mettre cette plante ici car c'est dans le prolongement de la porte. L'entrée et le balcon ne doivent pas être dans la même continuité. Il faut un obstacle entre les deux. Sinon l'énergie s'en va. C'est bien d'utiliser cette plante car on dirait de l'or, n'est-ce pas? Ils sont riches, alors on a choisi une plante de cette couleur. Vous voyez la tour au fond là-bas? La forme est mauvaise. Elle est trop pointue. Ça incite au crime. Et puis, elle est trop isolée par rapport aux autres, ça va poser des problèmes. Mais ici, c'est différent. Vous voyez, tout est solidaire, uni. Il y a toujours quelqu'un qui vous aide. Si le Feng Shui, c'est l'art de deviner l'avenir des lieux, Maître Yu sait aussi deviner l'avenir des hommes. Regardez ma ligne de vie, elle est nette. Ah oui, les petites... Vous aussi, il faut être vigilant au niveau du dos. Le Français, lui, il sait profiter de la vie. Tu aimes bien jouir de la vie, tu sais jouir de la vie. Ah, tu vois. Non, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même. Une vraie leçon de politesse chinoise. Vincent Yu maîtrise parfaitement l'art du compromis. Sympa ou tranchant comme un fil d'acier. Victoria Park, 5h45 du matin. Grâce au Feng Shui, comme ici au Tai Chi, les Chinois espèrent atteindre l'harmonie parfaite avec le monde qui les entoure. Espérons que ça restera aussi la priorité des dirigeants de cette nouvelle Chine qui nous fascine, c'est vrai, mais qui nous inquiète un peu aussi. Voilà, c'est la fin de mes tribulations en Chine. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oh, il est trop fort, là, j'y vais pas y arriver.